Voilà, nous allons rouvrir une nouvelle page d'histoire. J'espère que vous passez un très très bon moment à apprécier aussi la présentation de ces voitures. Nouvelle page d'histoire avec Lorraine Dietrich. Voilà, Madame Leroux. Et Philippe Leroux qui va justement prendre de nouveau son rôle de conteur, ce qu'il sait très bien faire, pour nous présenter cet autre modèle. Philippe, quel modèle est-ce ? Déjà, je vais présenter mon épouse quand même, parce que c'est simplement la vice-présidente du club. Et en même temps, je dirais pilote Lorraine depuis 1996. Son nom est sur l'auvent de la voiture. Alors, cette auto, c'est une auto de 1927. Le Mans, on en parlait tout à l'heure, c'était pour rendre fiables les autos de tourisme pour tous les jours. Et c'est vraiment ces voitures qui l'incarnent le mieux. Parce que en 1926, la CO a l'idée avec les constructeurs de créer l'insigne d'endurance qu'on retrouve sur cette auto au tableau de bord. Ah oui. Qui fait référence à la victoire donc, de 1926 avec comme texte voiture identique à la voiture qui a couru et remporté Le Mans. Alors justement, on va repasser le micro dans un instant, peut-être avec la caméra d'LMTV. Voilà, mettez-vous bien ici, regardez bien sur le côté, cette plaque qui est là vraiment extraordinaire. Alors elle n'est pas très très grande, je vais vous lire simplement l'instant de saisir ces images, ce qu'elle mentionne, mais c'est véritablement une preuve d'authenticité, je trouve vraiment valorisante par rapport au Mans. Donc vous avez le logo de la SCO, Grand Prix d'endurance, Coupe Rudge Wisworth. En 24 heures, une voiture Lorraine Dietrich type sport à couvert, 2553 kilomètres. Ça, je trouve qu'on est déjà effectivement à l'époque dans les années 20, mais c'est incroyable de voir à quel point déjà Le Mans et cette course des 24 heures, la victoire pèse lourd par rapport à cette notion de conquête finalement de marché et de clients, Philippe. Oui, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que les voitures qui concouraient devaient figurer au catalogue de la marque. C'est la preuve, puisqu'il y a d'autres voitures, il y a aussi des amis qui ont une BNC qui est équipée aussi de cette plaque-là. Donc c'était pour permettre aux constructeurs d'utiliser commercialement la victoire 24 heures. C'est superbe. On est admiratif de la ligne de cette auto. Je repose cette question. Lorraine Dietrich, il y a association de deux noms finalement, Philippe Leroux. Tout à fait. C'est la naissance en 1897, que j'expliquais tout à l'heure, de la marque de Dietrich Automobile. D'abord à Lunéville, en France, usine créée après la guerre de 70 pour pouvoir garder le marché du ferroviaire français, dont la famille de Turckheim s'occupait, et qui était une filiale de la marque alsacienne de Dietrich, dirigée par les Dietrich. Et donc l'automobile est revenue à son apogée chez eux. Par contre, Bugatti et Dietrich ne s'entendaient pas très bien, donc Bugatti est parti de chez Dietrich. Adrian Turckheim, qui était donc l'homme de la marque, a proposé à son oncle de travailler avec Turcaméry d'Argenteuil, l'oncle d'André Turcal, pilote du Concorde, pour la petite histoire. Et donc l'oncle a refusé. Ils arrêtent donc la fabrication chez Dietrich. La famille se sépare, pas trop en bons termes. Ils échangent les parts des sociétés. Et l'usine de Lunéville devient Société Lorraine, des anciens établissements de Dietrich et compagnie de Lunéville. D'où la contraction Lorraine Dietrich. Voilà. Et donc, elle perdra le droit d'utiliser Dietrich en 1928, parce que la famille Dietrich a porté procès donc, à la marque en disant « je ne veux plus que mon nom figure avec cette marque ». Voilà. À ce moment-là, la Lorraine. Voilà pour cette petite histoire. Et il y a des fois aussi, il y a certains accessoires, mais on sait que l'histoire du Mans a beaucoup contribué à leur développement, qui font un petit peu sourire. C'est vrai que de temps en temps, on est vraiment admiratif par rapport à ces lignes en général, la finesse des mécaniques, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder avec sourire ce petit moteur d'essuie-glace qui est bien d'origine. Oui, ça a été monté certainement au début des années 30, avec l'auto, dans sa vie. Voilà. Mais par contre, elle est presque aussi bien équipée que la voiture du Mans. Particularité de ce modèle, c'est que celle-ci est équipée de 2 thermomètres au tableau. Donc un pour l'huile et un pour l'eau, ce qui était rarissime à l'époque. Et donc toujours le contour, donc, qui a un peu moins monté en régime. Et donc la même mécanique. Même performance. Même performance, superbe. Et cette petite plaque d'authenticité, Président, je ne sais si vous l'avez vue, mais ça vaut le détour, parce que là, je trouve que c'est vraiment très valorisant pour l'image du Mans et pour ce qu'une marque au Mans permet d'obtenir au bout du compte au niveau de l'impact et du message qu'un constructeur peut faire passer auprès des consommateurs. Philippe Leroux, vous voulez rajouter ? Oui, juste un petit mot. Il y a 4 noms sur cette carrosserie. Oui. On a voulu fêter les 70 ans de la victoire du Mans en 1996. Et on est allé sur le circuit du Mas-du-Clos, tourner 24 heures avec l'auto. Particularité, c'est que le Mas-du-Clos, c'est pas Le Mans, donc c'est un circuit de montagne.
et avec plutôt une piste qui ressemble plutôt à Spa qu'au Mans. Et on a fait 24 heures en 4e, sans changer de rapport, en bloquant une température d'eau à 80 degrés. Et la voiture a fait 1736 km en 24 heures. Félicitations. Mesdames et messieurs, respect et applaudissements, s'il vous plaît. Et merci à la famille Leroux, voilà, Christine, Yves, Philippe et Michel Agrère aussi, qui a participé à cet exploit. Chère Christine, on va vous écouter repartir. Alors là, vous faites... Ah, ça démarre comment, là? Alors, allez-y, je vous laisse décrire. Voilà. Ouais, déjà, en prise, c'est mieux. Déjà en prise, c'est mieux. Attendez, lâchez pas tout de suite l'embrayage parce qu'il y a un petit élément supplémentaire, mais qui compte. Voilà, le champagne Thiénot. Pour célébrer ces moments pétillants. Allons-y. Merci beaucoup à tous les deux. On vous applaudit encore très très fort. Lorraine Dietrich. Extra. C'est très très beau. Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre voyage dans le temps sur les routes de France et bien sûr sur la route des 24 heures du Mans. Bernard Hinault va nous amener maintenant une autre voiture que l'on sent tailler pour la course, pour la piste et pour l'exploit. Cette très belle Delahaye 135. Oh là 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 là. Applaudissez s'il vous plaît, parce que là nous sommes vraiment avec une voiture exceptionnelle, une 135. Bien sûr, là, nous sommes dans les années 30. Cher Bernard, avec en plus, voilà, ici sur le côté, ce drapeau bleu, blanc, rouge qui en dit long. Oh, vous avez une petite fiche. Ah, vous avez vos pense-bêtes. Bonjour Bernard, tout va bien? Eh oui, toi Bruno aussi? Oui, on est très très heureux. On est un petit peu sur un nuage finalement, grâce à ces voitures. Allez, une Delahaye, nous voici donc de retour dans les années 30. Oui, c'est une sœur jumelle de celle que tu as déjà vue. Ça n'empêche, on peut en reparler aussi. Déjà, tout en vous écoutant, je regarde la couleur. Mais effectivement, à l'époque, on engageait une voiture peinte en fonction de la nationalité du concurrent. Oui, et le bleu, dit bleu de France, a beaucoup bougé. Tu as peut-être vu sur le parking mon amédée Bollé. Non, mais on va la revoir en partant. Qui est bleu. C'est un bleu, le bleu horizon, le bleu Garance de l'époque, qui est beaucoup plus clair. Et il a fonci au cours du temps. Les Renault R8 ont eu un bleu beaucoup plus foncé. Les voitures aussi, elles fonçaient à l'époque, sans faire de jeu de mots. Oui, c'est à ton niveau, ça? Oui, c'est pas mal, ouais. Celle-ci, elle fonçait à combien? Celle-ci a foncé à 198 km/h. C'est ce qu'on va faire, on va la prendre dans le petit pense-bête, parce que vous allez voir, il y a plein de choses à dire. Allez-y Bernard, prenez-le. Vous allez voir, parce que c'est comme ça qu'on va effectivement avoir plein d'éléments. On peut même prendre la caméra à témoin. Donc là, on a un moteur 6 cylindres. Exact. Voilà, c'est un 3 litres, presque 3 litres 6. 3 carburateurs Solex. C'est vrai qu'il faut s'en souvenir parce que naturellement, Bernard, quand on parle de Solex, on pense à ces fameux vélos Solex, mais ça a été aussi une grande marque construction de carburateurs. Oui, il y a un allumage avec un Vertex. Ça, c'est assez particulier. Ça parle peut-être pas à tout le monde. Non, on peut tourner sans avoir de batterie. Ça fabrique son courant. Ah, quand même. Oui, c'est ce qu'utilisent les avions. Une anecdote, quand je l'ai voulu le monter dans la voiture, je le tenais dans ma main, puis les pignons n'étaient pas l'un en face de l'autre. J'ai tourné comme ça a fait l'étincelle. Ma femme m'a trouvé assis dans le coin du garage depuis un certain temps. Comme ça, vous êtes au courant qu'il ne faut pas recommencer. Pour ça, je vous trouve un petit peu survolté de temps en temps. Je sais pourquoi maintenant. Hein. Oui, bon. Voilà, alors en fait, c'est une voiture qui pèse un petit peu plus d'une tonne. Dans les Hunaudières, à l'époque, sans chicane, on allait à combien? Ah, c'était sa vitesse de pointe, pour un peu moins de 200 km/h. Mais quand même, on les approche. Oui, 198 paraît-il. Est-ce que les pilotes, parce que j'imagine à l'époque quand même qu'un relais, ça devait durer quand même pas mal de temps, hein, au moins 1 heure et demie, on peut penser, elle est fatigante à conduire ou pas? Attends, elle a un truc très particulier, elle a une montre spéciale. Ah ouais, j'ai passé de l'autre côté, on va regarder la montre spéciale, qui n'est donc pas un ajout, c'est un équipement d'origine. Regarde bien, elle donne l'heure. Tant qu'à faire. Il doit être à peu près 5h30. Oui, c'est ça. Elle donne le temps de marche pour les pleins. Et elle donne le temps tour par tour. D'accord, on pense à Lorraine Dietrich qu'on a vu tout à l'heure avec son petit compteur central, mais là c'est la même chose mais rapporté à une montre en fait, ou à une notion de gestion du temps. Voilà, tu as le tour par tour, le temps de marche et l'heure. D'accord, 1120 kilos et 178 chevaux pour cette très belle Delahaye 135. La magie du Mans aussi qui transpire à travers cette voiture. Petite accélération là pour voir. Pas mal, hein. Pas mal, mesdames et messieurs. Vous pouvez aussi vous faire mal aux mains. Mais attendez, avant de partir, cher Bernard, regardez bien la nature ayant horreur du vide, les champagnes Thiénot. Voilà, célèbre aussi votre présence ici. On est très, très heureux. Et je sais aussi, cher Bernard, que vous avez une très belle collection de cartes postales aussi de 1906, le Grand Prix. Vous êtes fan de cette historique-là? Regarde bien, elle a une boîte de vitesse, 4 vitesses. Au volant ou au tableau? C'est bizarre. Les palettes, clac, 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 clac.
Ça n'a rien enlevé au boîte séquentielle d'aujourd'hui, presque. Ce qui me permet d'avoir un inverseur et d'avoir 4 vitesses en marche arrière. 4 vitesses en marche arrière Très utile. pour aller de l'avant. On n'en doute pas. Parfait. Mesdames et messieurs, Bernard Huneau nous présente cette très belle de la 135. Waouh, extraordinaire, là encore. Bien, je pense que nous allons dans un petit instant ponctuer notre voyage dans le temps avant de revenir vraiment à une époque ultra contemporaine. D'un seul coup, la salle fait silence pour accueillir cet autre noble automobile. Oh là 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 là. Approchez encore un tout petit peu, puis en plus, mesdames et messieurs, c'est pas pour dire, mais vous êtes vraiment, vraiment élégants. Panhard et Levasseur. Chère madame, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, je suis très à l'aise, très bien. Là. Ça répond à la question. J'avais envie de vous dire, êtes-vous confortablement installé? Exactement. Très bien, j'allais voir monsieur juste à côté. Oh, puis en même temps, on a envie d'être passager, passagère ici, tellement la banquette arrière est sublime. Elle invite à prendre place et à se balader aussi. Bonjour, cher monsieur. Bonjour monsieur. Qui êtes-vous? Je m'appelle Jean-Pierre et j'ai restauré cette voiture il y a 2 ans. Hein. Oui. Voilà. Une Panhard et Levasseur. Oui. Alors c'est une Panhard de 1932 qui a été achetée neuve par le président du Crédit Lyonnais à l'époque. C'était un coupé chauffeur en fait. Et puis elle a été transformée en camionnette pendant la guerre et à la fin c'était une épave en châssis nu. Transformée, je vous fais répéter, transformée en camionnette pendant la guerre. Et là, maintenant, vous nous présentez une voiture sublime. On a du mal à croire qu'elle était à un moment camionnette dans sa vie. Oui, et pourtant c'est vrai. Je l'ai eue en châssis nu. Elle était entièrement reconstruite en conservant bien sûr tout ce qui est d'origine, la mécanique, le châssis, les ailes, et avec une carrosserie Labourdette, style Labourdette, hein, un torpedo ponté. C'est-à-dire que les passagers arrière sont en principe aussi protégés du vent que les passagers avant. Voilà. Absolument. Ah, c'est le cas de direction protégée. Oui, il y a pas mal de jeux de mots là. Protégés du vent que les passagers avant n'étant les passagers arrière. Et voilà, vous voyez justement la preuve par l'image avec cet élément de carrosserie qui vous couvre bien le buste et en particulier les genoux. Et devant vous, qu'y a-t-il? Un moteur, vous allez me dire. Ah oui, bien sûr, il y a un moteur 6 cylindres sans soupape qui est la particularité de ces voitures-là. C'est pour ça qu'elle s'appelle SS sur la calandre, sans soupape. Donc une technique des années 10, hein, une technique complètement silencieuse. C'était un brevet américain et ça permettait d'avoir un moteur indéréglable et complètement silencieux. Et c'est toujours à peu près le cas aujourd'hui. Très bien, vous avez un très joli tableau de bord aussi. Quelle jolie finition. Oui, alors là, j'ai eu l'occasion de voir une Delahaye splendidement restaurée aux États-Unis, qui était rouge foncé avec les chiffres de la couleur de la carrosserie, et j'ai voulu la même chose. Donc les chiffres sont bleus. Voilà. Les rétroviseurs sont bien quand même, parce que là, vous avez carrément intégré, tenu par cette sangle, presque une ceinture, à la roue de secours. Oui, c'est accessoire d'époque, hein, sur les roues de secours qui étaient là, placées d'origine. Et ça se faisait beaucoup de mettre les rétroviseurs ici, c'est très pratique. J'ai le droit de dire aussi que vous êtes élégant, votre veste vous va très très bien. Oui, merci. C'est une veste qui sert qu'elle n'a pas. Non mais effectivement, comme ça montre bien que c'est très classe tout cela. Nous avons apprécié votre présentation de cette sublime Panhard et Levasseur. Alors il y a un autre élément aussi qui est très très beau au niveau de la finition de cette voiture. Si vous regardez bien les jantes, elles sont vraiment exceptionnelles. Elles aussi, j'ose vous poser la question qui peut paraître un petit instant ridicule, c'est en bois? Non, ouais. En métal, c'est un des charmes de la Panhard. Ça s'appelle des roues artillerie. Ouais. Et qui sont inspirées des canons de la guerre 14, en fait. Carrément. Ah, c'est pour ça que je vous posais la question, parce que là, on a pourtant le sentiment à voir le dessin de jantes en bois plus qu'en version plutôt en métal fer. Non, ça, c'est vraiment en métal, hein, en 2 parties en métaux emboutis. C'est vraiment comme ça. C'est bien, cette voiture vraiment très très élégante. Merci beaucoup à vous de nous l'avoir amenée et profitez bien de la soirée et naturellement demain de cette très belle balade sartoise. Vous voulez nous dire, Jean-Pierre? Non, je voulais dire, vous lui pardonnerez de fumer un petit peu, mais la construction sans soupape, c'est inévitable. On a toujours un petit nuage d'huile qui suit la voiture. Bon, on va regarder cela tous ensemble et vous pouvez en même temps applaudir cette scène. Voilà, je me mets là, je vais peut-être prendre un petit peu de risque. Et Champagne Piedot vous remercie aussi de votre passage. Merci beaucoup, Benoît Lafont. Écoutez, ça va, oui, un petit dégagement, mais allez, c'est bien pardonnable. J'aurais demandé à Gonzague de Demandois du groupe Résidétudes aussi de bien vouloir nous rejoindre. Je pense que vous êtes avec nous aujourd'hui. Voilà, cher Gonzague de Demandois, une personne du groupe Résidétudes. Si vous souhaitez nous rejoindre également, Lorenzo Giovanelli ou une personne pour Michelin aussi peut-être nous a rejoint, je ne sais, pour saluer le partenariat avec ce grand manufacturier bien sûr français que le monde entier justement
nous envie. Cher Gonzague, bienvenue à vous, le groupe Résil Études et partenaire également du Classique Grand Tour. Bienvenue, bonjour. Eh bien, écoutez, bonjour. On est ravis d'être ici. Pour ceux qui l'ignorent, on a décidé de s'installer. On s'est installé au Mans sous une enseigne Légirandière, qui est une résidence service senior et qui a ouvert il y a quelques semaines. Donc au centre, à côté de la cathédrale. On a eu l'occasion effectivement de faire cette rencontre et de participer à cet événement et on espère réitérer bien évidemment les années à venir. En tous les cas, je vous invite tous, pour ceux qui sont intéressés, à venir visiter cette nouvelle résidence d'un concept dont j'espère que vous pourrez apprécier. Voilà. Merci à vous, mais nous l'apprécions, comme nous apprécions votre partenariat et votre présence pour ce Classique Grand Tour. Nous avons voyagé dans le temps et c'est vrai que c'était vraiment extraordinaire. On a parlé de Talbot, d'Aston Martin, aussi de Panhard et Levasseur. Nous allons revenir à une époque contemporaine. Preuve que justement l'automobile suscite toujours autant de passion et d'engouement. Voici, mesdames et messieurs, pour commencer, une Ferrari. Avec une mention qui amène à évoquer beaucoup de références dans l'histoire des 24 heures du Mans. Charles Pozzi, naturellement. Mesdames et messieurs, vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue. Rémi Langlois, bonjour. Cher Rémi, bienvenue. Merci. Bon. Très heureux de vous accueillir. En même temps, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui attend Ferrari là, la semaine prochaine aux 24 heures du Mans, parce qu'il faut gagner. Il y a une très belle concurrence à dominer. Il y a une nouvelle voiture en plus qui arrive, c'est la 488. Vous nous avez amené quoi donc? Justement, une 488 en version Spider. Qui est donc là vraiment la toute dernière, en tout cas dans ce segment-là des Ferrari. Tout à fait, c'est la dernière. On n'a pas encore livré ce modèle à un client, la version Spider. Le coupé a été livré, lui, en fin d'année dernière. Le véhicule est sorti en 2015. On peut dire que c'est un anniversaire pour Ferrari, puisque c'est la dernière version de la berlinette qui est apparue il y a 40 ans, avec la célèbre 308, on s'en souvient, qui était une voiture de course. Il y avait une version de course. Donc c'est la dernière livrée, c'est la 8e. Alors, c'est vrai qu'une Ferrari, c'est toujours beau, c'est magnifique. Des fois, presque, ça devient un exercice de vocabulaire difficile, tellement on a envie de trouver, vous savez, les mots les plus extraordinaires pour caractériser, souligner, valoriser encore la ligne sublime, la finition extraordinaire aussi d'une voiture. En disant cela, je regarde les sièges, par exemple. Mais eux-mêmes sont vraiment extraordinaires. On aurait envie d'avoir ça chez soi, à son bureau. Allez, sous le capot, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a un V8, donc dans la grande tradition de la lignée des V8, en position centrale arrière. Donc la cylindrée est un petit peu descendue à 3,9 litres, j'ai envie de dire, grâce au turbo. Et on a une puissance développée tout de même de 670 chevaux-dînes. Elle est très belle aussi de l'avant. Je ne peux pas m'empêcher, Rémi de Langlois, de regarder aussi voilà, les phares à LED, là encore. Beaucoup plus d'éclairage, mais sans pour autant avoir de gros phares. Au contraire, ça s'inscrit parfaitement bien dans le dessin de cette carrosserie. Ça la rend encore plus belle même. Absolument. Vous auriez aussi pu remarquer le travail aérodynamique, si je peux me permettre, qui est très important chez Ferrari et qui commence en effet à l'avant. Par rapport, bien sûr, au flux d'air qu'il faut canaliser, aux entrées. Vous remarquerez également le dessin des jantes aussi. Et puis, la partie arrière n'est ni plus ni moins que dans la continuité, bien sûr, de ce travail de style aérodynamique qui donc trouve aussi son prolongement à l'arrière, vous le disiez. Jusqu'à l'aileron qui est complètement intégré. C'est vrai que chez Ferrari, on n'aime pas trop les ailerons disgracieux. Il est complètement intégré sur la partie arrière de la voiture avec des extracteurs ici et en dessous, bien sûr, sur l'extracteur directement issu de la Formule 1. J'ai envie de vous dire, finalement, Rémi Langlois, Ferrari Pozzi. Vous savez, on disait ça dans les années 70 avec les 512 BB. Dans les années 80 aussi, ça nous rappelle des personnages comme Claude Ballolena, comme Jean-Claude Andreu et plein d'autres encore, mais qui ont gagné les 24 heures du Mans dans leur catégorie avec les fameuses Ferrari Pozzi. 8 participations de Charles Pozzi, effectivement, avec 4 victoires dans leur classe. Et ils étaient une année, en 82, si je ne dis pas de bêtises, ils étaient deuxième au classement. Malheureusement, ils ont eu un petit souci technique. Ils ont fini 4e, mais toujours premier dans la classe. Absolument, ce sont des voitures absolument exceptionnelles. Comme on vous envie, cher Rémi Langlois, de pouvoir reprendre les commandes de cette voiture. Et merci aussi de l'avoir amené jusque-là, puisque son propriétaire, il le sait peut-être pas. Oui, il le sait. Il a bien voulu, voilà, mesdames et messieurs, nous offrir ce spectacle. C'en est un, à savoir la présentation de cette Ferrari extraordinaire. Et regardez bien, vous avez donc la 488, vous en verrez. Alors, c'est aussi un coffret rouge Ferrari, quelque part aussi, vous le disiez. C'est la bonne couleur. Hein. Bien
bien d'accord, Émile Anglol, Champagne Thienot, pour accompagner justement cela. Là, vous avez une version routière, mais de celle que vous allez voir avec AF Corse, avec Redi Competition. Voilà, dans ce grand rendez-vous du championnat du monde d'endurance que sont les 24 heures du Mans. C'est vraiment sublime et extraordinaire. Alors là, mesdames et messieurs, on a l'impression que cette voiture, elle est sortie un peu d'un jeu vidéo, d'une série télé. Voici Gumpert Apollo. Regardons bien aussi, voilà, regardez l'ouverture de la porte. C'est là qu'on se dit, est-ce que c'est de la fiction ou c'est de la réalité? Ah, c'est du sport, hein, pour en entrer et pour en sortir. Bonjour, cher monsieur. Bonjour. Vous êtes Daniel. Cher Daniel, qu'est-ce que c'est que cette voiture? Une voiture d'origine allemande créée par l'ancien ingénieur d'Audi Sport qui après a fait gagner tous les championnats du monde des rallyes à Walter Roll et tout, et Michel Mouton. Les Quattro, tout cela? Tous les Quattro, c'était l'ingénieur d'Audi Quattro Sport qui a créé sa propre marque, voilà, en 2005 et qui a sorti cette voiture, qui est une Gumpert Apollo. Gumpert Apollo. Voilà. C'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est sortie de l'espace, hein, parce qu'Apollo nous fait penser aussi à la conquête de l'espace. Là, c'est une autre façon de conquérir la route. Voilà, exactement. Il y en a une pour l'espace, il y en a une pour la route. Voilà. C'est une voiture qui a été développée par cet ingénieur qui est Roland Gumpert. Voilà, qui a fait une voiture qui fait 750 chevaux, avec un très bel appui aérodynamique, qui peut aussi bien rouler à l'envers à 250 km/h tellement elle a d'appui. Ah, quand même. Ouais, exactement. Donc c'est une voiture moderne, de sport, extrême quand même. Comme vous avez dit, il faut un peu de sport pour rentrer et descendre. Effectivement. Alors, il y a, je ne sais pas si vous les avez entendus, et si bien sûr les adultes qui les accompagnent le veulent bien, mais il y a 3 enfants qui sont arrivés pendant qu'on vous écoutait, Daniel, qui ont dit « Waouh, vous voulez approcher les enfants ? Si vous le permettez, hein, messieurs, là, voilà, venez exceptionnellement les enfants, là, ils sont là, ils se disent, c'est pour voir, vous allez voir, vous allez allez approcher les enfants, parce que je crois que c'est bien aussi de présenter à une jeune génération telle que la vôtre ces voitures qui sont vraiment extraordinaires. Regard d'enfant sur un joyau automobile. Salut les enfants, ça va? C'est quoi ton prénom? Lohan, T'as quel âge? 6 ans. Bonjour, tu t'appelles? Alban, Et toi? Mathis. Elle est belle, Alban, la voiture? Oui, Qu'est-ce que tu trouves de bien dans cette voiture? elle est belle. Elle te plaît? Oui, Tu en voudrais une comme ça plus tard? oui. C'est vrai, tu vas aller voir, viens voir un petit peu l'intérieur. Tu vas voir, c'est très très beau. Ah là 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 là. Ah ouais, quand même. T'as vu même le monsieur, pour sortir de la voiture, c'est fou. Il fait pas comme papa ou comme maman, il a carrément enlevé le volant, hein, t'as vu? Tu veux t'asseoir dedans? Non, Non, d'accord. Tu veux t'asseoir dedans? bon, je sais pas. Il peut? Allez, vas-y, on n'a rien vu. Voilà, allez, on peut. Alors, comment est-ce qu'on fait justement pour s'asseoir dedans? Vas-y, tu vas pouvoir mettre ton pied au milieu, c'est Daniel Sebag, voilà. Et hop là! Ah, mais carrément, là, on te voit même plus, hein? T'as disparu? Non, Non, mais non. T'es bien dedans? oui, C'est impressionnant, hein? oui. C'est génial. Allez, vas-y, on va. Je sais pas si tu vas pouvoir en sortir. Voilà, mais tu vas te débrouiller tout seul. Alors c'est vrai, on parle un petit peu de la façon dont on s'y prend pour se mettre à bord. Vous enlevez le volant à chaque fois? Ouais, sinon on peut pas rentrer. Voilà, on met un pied. Vas-y, assieds-toi, tu peux t'asseoir. On met un pied, après on met l'autre, et puis on met un pied, on met l'autre, et on s'assoit facilement quand même. Voilà, donc vous me permettrez, notre petit garçon, il a mis le pied sur le siège. Bon, c'est exceptionnel, hein. Voilà. Comment on est? Bien? Tu sais la démarrer? Non. Bah, c'est bien, au moins tu dis les choses telles que... Mais félicitations, tu vas pouvoir aussi ressortir de cette voiture. Alors on a parlé effectivement de la position de conduite, parce que vous imaginez, messieurs, dames, si pour le moindre déplacement vous étiez obligé d'enlever le volant de votre voiture pour en descendre, ce ne serait pas toujours pratique non plus. Sous le capot, là, à l'arrière, il y a quoi? Le bloc Audi V8 de l'RS6, qui a avec 2 turbos, qui fait 750 chevaux et 4 litres d'eau de cylindrée. Ah, quand même. Ouais, ben voilà. 0 à 100... 3 secondes 1, mais c'est plutôt 0 à 300 qui est intéressant, qui fait 15 secondes 6. On peut faire une petite accélération, là On va avoir du mal. Hein. Oui, bon, bah tant pis alors. Ah là là là, c'est franchement génial. Et regardez alors l'entrée d'air là à l'arrière, et puis surtout, là, venez voir un petit peu les enfants. Regardez l'arrière de la voiture. Il est aussi sublime, et vous pourrez le voir dans un instant, toutes et tous, aussi sublime que l'avant. Et ça, j'imagine, bien sûr, que pour concevoir cet Apollo Gumpert, son ou ses concepteurs sont un petit peu grattés la tête et se sont dit, il nous faut vraiment quelque chose qui scotche les regards. Exactement. Et en plus, qui scotche la route surtout, et qui est basé vraiment sur la performance pure. Donc on a l'impression de rouler avec une voiture du Mans sur la route. Daniel Sebag, je vais m'acheter une Apollo Gumpert. D'abord, est-ce qu'il y a encore une chaîne de production active quelque part? Oui, il y en a une, effectivement. Il reste quelques voitures. Et ils ont ressorti un nouveau modèle qui s'appelle l'Aro,
qui est la remplaçante, qui fait plus de chevaux, parce que cette conception est de 2005. Ils ont sorti une voiture en 2016 qu'ils ont présentée à Genève l'année dernière et qui va être disponible dans un an. C'est vrai qu'elle manquait de chevaux, celle-là. La nouvelle, elle en a combien? 1000. Combien? 1000 chevaux. Ah, quand même. Donc là, le 0 à 300... Là, on ne connaît pas encore les temps, mais à mon avis, tous les constructeurs font de mieux en mieux. Je ne sais pas où on va aller, mais peut-être on ira sur la Lune un jour avec ça, une comme ça. Ah ben, j'en doute pas. En tout cas, c'est la piste aux étoiles, hein, très très clairement pour cet Apollo Gumpert. On a de la place pour... Oh oui, il y a toujours de la place pour du champagne. Tiens, nous, on va la trouver. Voilà, vous allez pouvoir faire cet arrêt ravitaillement. Merci beaucoup, cher Daniel Sebag. On a adoré cette présentation vraiment exceptionnelle. Alors, vous regardez, hein. Comment on fait? Alors, mets un pied devant l'autre. Oui, c'est le cas de le dire. Voilà. Le pied gauche ensuite, on se laisse glisser, on prend le volant, on le met. Vous vous imaginez, messieurs, dames, quand vous allez reprendre votre voiture ce soir, un petit peu plus conventionnel, vous allez vous dire, moi je mets pas, j'enlève pas le volant. Et alors là, il y a simplement, voilà, la sangle qui est là. Hop là, on ferme, on claque la portière. Et ça part tout seul. Ça s'applaudit encore très fort tout cela. Waouh, c'est bon. McLaren maintenant. Ah, c'est bien ça aussi. Ah là 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 là, McLaren Paris avec cette 570 S. Et puis l'année dernière, on s'en souvient, ça avait été aussi l'occasion pour nous. Merci les enfants, vous allez pouvoir retourner voilà, auprès des personnes qui vous ont accompagné, mais nous avions célébré les 20 ans déjà de la victoire de la McLaren F1 GTR aux 24 heures du Mans. Stéphane Lecrève, je crois, hein, c'est cela. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue en Sarthe. Merci. Bon, vous êtes venu en McLaren, et plus exactement la nouvelle, la 570S. Sublime. Exactement. Alors, à chaque fois, quand on voit en particulier une McLaren, et je faisais référence à celle de 1995 il y a un petit instant, on se dit souvent, on ne peut pas faire au-dessus, on a l'impression d'avoir atteint tous les sommets. Eh bien, ce n'est pas le cas. Exactement. Comme le disait Daniel tout à l'heure avec la Gumpert, je pense que c'est un peu pareil maintenant sur toutes les marques. Ils vont toujours de l'avant avec des puissances de plus en plus folles, des poids de plus en plus légers, et en même temps des voitures de plus en plus faciles et de plus en plus utilisables. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que c'est une auto qui est utilisable aussi bien en ville, sur route, à la campagne, que sur circuit. Alors, il y a quelque chose que les caméras ne peuvent pas encore restituer, je vais essayer de vous commenter, c'est le parfum qui nous arrive là en étant envoyé grosso modo à 1 mètre de la portière bien sûr ouverte, sinon on n'aurait pas le parfum. Il y a un parfum de cuir, il y a un parfum de neuf. Exactement, oui, ça en fait partie. Alors justement, quels soins apporte-t-on? Quel est un petit peu le cahier des charges au niveau de l'ambiance intérieure? Parce que certes, on peut bien sûr s'enthousiasmer à voir, même vraiment se mettre presque à genoux devant cette voiture, tant la ligne extérieure est belle, mais alors l'intérieur aussi, l'ambiance intérieure, c'est important. Oui, tout à fait. Alors, on est sur des nouveaux designs que la marque a fait pour les Sport Series. Les Sport Series, c'est la nouvelle gamme McLaren. Elle est constituée de 3 modèles, la 540, la 570, donc celle-ci, et la 570 GT, qui sort très bientôt. C'est la même carrosserie, mais avec une lunette arrière ouvrante au-dessus du moteur pour avoir un espace de chargement supplémentaire. Un véhicule un peu plus typé pour un usage routier. Alors justement Stéphane, on va peut-être le rappeler, déjà cette voiture en puissance développe combien? L'architecture moteur c'est quoi? Je vois bien sûr qu'elle est avec les palettes au volant, boîte séquentielle, combien de rapports? 7 rapports, c'est une boîte à double embrayage. Le moteur c'est un V8 3,8 litres, un petit bloc tout en aluminium, qui développe donc 570 chevaux avec 2 turbos. Ce même bloc peut faire également 650 chevaux, 675 sur la 675 LT et même un peu plus de 1600 chevaux sur la P1 qui, elle, a un moteur électrique en plus pour arriver à 916 chevaux. Donc vous voyez, c'est vraiment l'escalade. C'est un moteur qui est vraiment exceptionnel. Ça c'est clair. Tout est beau dans cette voiture, même le dessin là, au niveau de cette roue arrière, la jante et également bien sûr le système de freinage que l'on voit avec les étriers, les disques aussi, ça paraît être surdimensionné même. Oui, c'est ce qu'il faut parce qu'il y a quand même des performances très intéressantes. En vitesse, on est à 328 km/h chrono. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une voiture très légère. On est à 1300 kg. Le châssis est en carbone, donc c'est conçu comme une voiture de course. Le châssis pèse 75 kg. Ah oui, seulement. Donc il est extrêmement léger d'une part, mais il est aussi extrêmement rigide. Donc ça apporte beaucoup de précision dans la conduite et on a un feeling au volant qui est vraiment extraordinaire. On retrouve ça rarement
dans les voitures de route en tout cas. C'est vraiment un comportement de véhicule de course. Absolument. 2 éléments chiffrés encore. Au niveau de la conso, parce que c'est important aussi d'en parler, on sait à quel point l'Automobile Club de l'Ouest est aussi très regardante sur cette notion-là. Donc aujourd'hui, une voiture de ce genre consomme combien? Et je veux l'acheter, c'est facturé combien? Le prix de départ est à 186 000 €. Évidemment, c'est des véhicules qu'on peut personnaliser à l'extrême, il n'y a pas de limite. Telle qu'elle est là, avec de jolies jantes, un cuir spécifique, du carbone pour la déco, on est autour de 225 000 €. Et pour ce qui est de la consommation, et c'est là que c'est vraiment surprenant, comme je l'ai signalé, on a peu de poids. On a un petit bloc moteur 3,8 litres avec une boîte à 7 rapports. Si on reste dans les limites de vitesse autorisées, on est à moins de 10 litres au 100. Vérifiez. Impressionnant. On a ouvert des capots moteurs tout à l'heure. Ça se fait peut-être pas d'ouvrir le capot moteur de contemporain. C'est plus délicat? C'est pas que c'est délicat, mais c'est surtout que ça ne s'ouvre pas. D'accord. Voilà, les interventions mécaniques se font par le dessous. Il y a juste une petite trappe pour faire des appoints d'huile et d'eau. C'est tout. C'est surprenant finalement. Oui, on n'ouvre plus de capot moteur aujourd'hui. Ça, c'est franchement génial et extraordinaire. Vous allez pouvoir reprendre place à bord de cette très belle McLaren, Stéphane Lecrèf. On n'a jamais tout dit. Sinon, McLaren Paris, bien sûr, on nous attend. Voilà, si on a envie de se porter avec erreur, c'est le moment ou jamais. Exactement, oui, tout le monde est bienvenu. Voilà, puis vivement un retour de McLaren au Mans et bien sûr, allusion à Bruce McLaren, dont il sera question dans la très belle exposition proposée en accompagnement de ces 24 heures du Mans, Americans at Le Mans, puisque c'est lui avec Chris Hammond qui avait remporté la première victoire pour Ford en 1966. On vous regarde faire aussi, voilà, pour voir, on s'installe très facilement, voilà. On baisse la portière. Après, il n'y a plus qu'à. Alors vous n'oubliez pas, bien sûr, avant de partir, alors, on va vous glisser sur la droite. Voilà, le champagne qui va bien. Voilà, vous avez avec Thiénot matière à faire pétiller ces instants vraiment savoureux. Hop là, c'est parti très simplement, très facilement. Une 570S avec McLaren Paris.